Comme quoi, quand on est concentré sur un petit objectif ambitieux et à la fois ambitieux et réaliste sur une courte période de temps, bah, ça fonctionne. La meilleure valeur ajoutée qu'on peut mettre en avant, c'est justement le fait de, connaître par cœur son audience, cible. Un de mes objectifs, c'était d'avoir un podcast plus incarné et pour avoir un podcast incarné, il faut aussi que la ligne édito, bah, transpire sa personnalité et de se dire, en fait: «Quelles sont moi mes forces? Quelles sont moi mes armes? Comment je peux me différencier des autres?» Et en fait, c'est ça la meilleure façon de rivaliser, c'est de s'appuyer, c'est d'apprendre à se connaître et de s'appuyer derrière sur ses propres forces. Et moi, ça passe par, bah, du coup, prendre le temps de creuser en profondeur un sujet et en fait, il y a plein d'autres façons, de monétiser un podcast et ça, je m'en suis rendu compte grâce à toi, grâce aussi aux échanges que j'ai pu avoir avec, d'autres, podcasteurs qui font partie de ta communauté. Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Antipop. Aujourd'hui, je reçois Aude Vanfou, la créatrice du podcast Les Pépettes. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez Aude depuis que je la connais, parce que en fait, on s'est rencontrés au moment où elle voulait lancer son podcast, c'est la grande ambition qu'elle avait dès le départ pour son projet, l'envie de faire les choses vraiment au carré et aussi le fait que parfois elle était un petit peu bloquée par son perfectionnisme. Depuis, elle a travaillé sur cette façon de fonctionner et elle en a fait une force. Elle a voulu intégrer le programme Puzzle pour répondre à divers objectifs, celui de monétiser son podcast, celui d'incarner davantage ses propos et que sa ligne édito reflète qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment accomplir avec son podcast. En 6 mois, elle a fait des pas de géant, notamment le sondage qu'elle a mené il y a quelques mois lui a permis de créer un vrai lien avec son audience, mais aussi d'aborder de manière assez originale et très très tactique, très maligne, on reviendra dessus en détail dans l'épisode, eh bien, d'aborder sa monétisation et la façon dont elle se présentait auprès des sponsors qui l'ont approchée pour monétiser son podcast. Je vous laisse découvrir cette conversation hyper pratique qui parlera autant à celles et ceux qui ont lancé leur podcast il y a quelques semaines et qui ne voudraient pas perdre plus de temps que ceux qui ont, comme Aude, eh bien, l'ambition de créer un projet qui aura un impact à 10 ans, à 15 ans sur vos propres vies de créateurs et créatrices, mais aussi sur un grand nombre de personnes. Bonne écoute. Salut Aude et bienvenue sur Antipop. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler toutes les deux de ton expérience de podcasteuse indépendante qui est en train de donner une nouvelle dimension à son podcast, ça s'appelle Les Pépettes. Vas-y, à toi de le présenter. Je dirais que c'est le podcast qui réconcilie sens et argent. En tout cas, je suis super contente de te retrouver. L'objectif de cet épisode, c'est de revenir sur cette dernière année que tu as vécue en tant que podcasteuse indépendante. Ton podcast, tu l'as lancé il y a 1 an et demi, si je calcule bien, quasi 2 ans. Tu l'as lancé en septembre 2022 et je connais de près ton parcours parce que on a travaillé ensemble sur la dernière ligne droite du lancement des Pépettes et ensuite tu as intégré le programme Puzzle, la promo numéro 6, durant lequel on a travaillé sur des aspects très particuliers du développement de ton podcast. On reviendra sur les objectifs que tu avais au moment d'intégrer la promo. Et l'idée, c'est de montrer aux auditeurs et aux auditrices comment est-ce que on peut s'y prendre, quelles sont les stratégies, quels sont les questionnements qu'on a au moment où on veut développer son podcast et comment toi, Aude, tu as pris des actions, tu as allé par-dessus des blocages, tu as fait des projets qui sont super
ambitieux en termes de relations auditeurs, en termes de monétisation. J'ai trop hâte qu'on rentre dans les détails de cette expérience. Moi aussi, merci beaucoup Anne-Claire de m'accueillir sur ce podcast pour pouvoir, témoigner de mon expérience et j'espère que ça pourra aider d'autres, podcasteuses et podcasteurs. Ah bah, j'en suis sûre. Je parle souvent de toi, je trouve que tu incarnes, vraiment l'ambition avec son podcast, l'envie de faire les choses, bien, faire les choses avec, de l'intention, avec du sens, avec de la rigueur et néanmoins tu es super, transparente, sur, bah, les obstacles et ce que tu as dû, dépasser pour arriver là donc je suis sûre que ça sera super utile. Si on se projette, juste avant, Puzzle, donc c'était, il y a 1 an, comment est-ce que tu décrirais ton état d'esprit, de podcasteuse, mais aussi où est-ce que tu en étais dans le développement de ton podcast, Les Pépettes? Alors je pense que quand j'ai commencé Puzzle, je devais être en cours toujours en cours de saison, mais je crois qu'il me semble que j'avais fait une pause et je pense que pendant cette pause, souvent l'intérêt de faire une pause pendant la diffusion de ce podcast, c'est justement d'avoir ces temps de recul où on dézoome un peu pour, faire le bilan de ce qu'on a déjà fait, pour, identifier, ce qu'on a envie de faire à l'avenir. J'avais besoin de cette prise de recul parce que je pense que je commençais à, naviguer un peu dans le brouillard. J'avais besoin de notamment de, clarifier mon positionnement, ma ligne éditoriale et d'incarner davantage mon podcast. Je pense qu'avec le podcast, surtout quand on démarre et quand on manque de confiance en soi, on peut avoir tendance à se cacher derrière ses invités quand on est sur un podcast d'interview et je pense que là, je ressentais le besoin de prendre un peu plus ma place et de faire quelque chose qui me ressemble. C'est très juste, ce que tu dis. Je l'ai observé, plusieurs fois et je l'avais observé aussi, dans nos échanges. Quand on lance un podcast, on a souvent dans le bide une intention, quelque chose, qu'on s'avoue secrètement ou qu'on n'ose même pas s'avouer. J'ai envie de devenir une personne visible et reconnue sur, tel, domaine. J'ai envie de porter un message ou qu'on n'entend nulle part et en fait, un réflexe, ça va être de lancer des podcasts d'interview parce que du coup, quand on a envie d'apprendre, qu'on est curieuse, comme toi, c'est aussi, mon cas et ben, on se dit de: «Ah, j'ai envie d'apprendre des meilleurs, j'ai envie de comprendre comment il réfléchit. Je pense que, ça serait intéressant pour mes auditeurs d'entendre, telle méthode, telle théorie» et cetera et à force, on va avoir un peu tendance à se cacher derrière, ça et à s'effacer et à se dire: «Bah, ils sont plus experts de que moi, ils sont plus avancés que moi» et de donner moins de place à sa propre voix alors que c'était l'élan initial. Si on prend le micro, c'est qu'on a envie de dire quelque chose d'unique et ça vaut le coup de se reposer sur ses objectifs pour, se dire: «Bah, comment est-ce que ce que je fais avec mon podcast, ce que je mets en place, comment je communique dessus, mais aussi le choix de format que je fais, va m'aider vraiment à m'épanouir et à remplir mes objectifs, personnels, mais aussi professionnels, avec ce, podcast». Et je pense qu'on peut arriver à incarner son podcast, pas nécessairement en prenant la parole et en faisant des épisodes solo, mais aussi justement à travers ces interviews, en choisissant justement les thématiques avec beaucoup plus d'intention, en retravaillant aussi les questions qu'on pose, en choisissant, bah, évidemment les personnes qu'on invite et on va pouvoir ajouter sa couleur, sa patte à tous ces différents éléments et du coup, je pense que je j'ai démarré le programme en tout cas avec cette intention. Oui, avec cette intention-là et je me souviens que tu me disais aussi, «Je me pose, 1000 questions», de tes propres mots, Ça va pas changer ça. Je me pose toujours 1000 questions. ce côté un peu primaire de la classe, tu te poses toujours 1000 questions, mais ça avait comme, comme conséquence d'être, assez perfectionniste et donc du coup, d'attendre beaucoup avant de passer à l'action. Tu m'avais donné un peu ça comme objectif et je me l'étais aussi donné pour toi, c'est comment est-ce qu'on peut, prendre le meilleur de ce perfectionnisme par rapport à la qualité du travail que tu fournis, mais mettre de côté, les effets secondaires qui sont un peu handicapants, qui est que, bah, je me pose 1000 questions avant de faire les choses et du coup le temps passe et du coup ça me frustre et de d'avoir aussi l'impression qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'il y a peu de visibilité par rapport à notre travail. Quand on est perfectionniste, parfois, on voit tout le back office, en fait, toutes les coulisses, de ce qu'on fait et l'impact, les résultats qu'on observe,
effectivement, sont un peu moindres parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes et un peu moins de choses qu'on propose, à nos auditeurs et nos auditrices. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai apprise, et que je suis toujours en train d'apprendre d'ailleurs, c'est, de pas attendre d'avoir des certitudes pour avancer, mais au contraire, d'être dans cette démarche où on explore sans cesse, on teste de nouvelles choses, on expérimente et je pense que le programme Puzzle est très bien pour ça, parce que ça nous permet de voir les choses différemment, d'avoir, différents regards, différents éclairages, de par la communauté aussi Puzzle, de par, les personnes avec qui on vit ce programme et donc le fait d'avoir ces regards différents, ça nous permet aussi voilà, d'avoir 1000 autres idées et du coup et on se sent aussi soutenu pour passer à l'action. De ouf, de ouf. Ça, c'est une de mes obsessions. Comment est-ce que je crée un cadre par exemple, le fait d'avoir un binôme, de se retrouver, régulièrement, de se donner des objectifs, mais aussi comment est-ce que, moi, dans la structure du programme, je propose régulièrement des passages à l'action qui fait que, petit à petit, on appelle ça la stratégie, des petits pas, on voit grand, on assume son ambition, on assume qu'on veut être reconnu, avoir énormément de visibilité et en fait, d'assumer cette ambition-là, ça libère énormément et après on se pose, on dit: «Bon, bah, petit à petit, quelles sont les petites actions que je peux empiler qui me permettront d'arriver à cette vision idéale, que je fais?» Et donc là, par exemple, concrètement, il y a le challenge. Je sais que le challenge de fin des 12 semaines t'a énormément marqué. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as fait avec ce challenge et quelles sont les leçons que tu as apprises? Il me semble que tu parles du coup de l'objectif OKR qu'on s'était fixé, c'est ça? Exactement. Et en fait, tu nous avais proposé donc, dans ce cadre-là, OKR alors, tu décriras la méthodologie mieux que moi, mais en gros l'idée c'est, d'identifier un objectif clé pour lequel on va s'engager sur une courte période de temps. Et moi, l'objectif que je m'étais donné, c'était, de lancer un questionnaire et de récolter 100 réponses à mon sondage. On avait 2 semaines pour faire ça. Donc mon objectif, c'était 100 réponses à mon sondage pour 2 semaines et l'idée derrière ce sondage, c'était, de pouvoir, créer un lien avec mon audience, rentrer en contact avec eux, apprendre à les connaître, identifier leurs envies, leurs besoins, les freins qu'ils pouvaient rencontrer en lien avec, les finances personnelles, en lien avec l'investissement et leur proposer par la suite de faire, des entretiens individuels et donc voilà, je me suis mis cet objectif très concret en tête et ce qui est fou, c'est que, donc on s'était donné une deadline précise et à minuit pile, le jour de la fin du challenge, j'ai eu les 100 réponses et pour moi, ça a été une révélation parce que je me suis dit: «C'est fou, quand on se met vraiment un objectif, qu'on est concentré dessus» et c'est un objectif qui me paraissait ambitieux pour le coup, parce que j'avais pas beaucoup de relais de diffusion si ce n'est, mon compte Instagram et je pense que j'avais fait, peut-être une mention dans un épisode ou 2. Et voilà et malgré ça et ben, j'ai réussi à atteindre cet objectif, voire même j'ai dépassé derrière après cet objectif sur, les jours d'après. Mais donc comme quoi, quand voilà, quand on est concentré sur un petit objectif ambitieux et à la fois ambitieux et réaliste sur une courte période de temps, bah, ça fonctionne et ça m'a donné envie de le refaire. Exactement. Cet objectif d'avoir 100 réponses, tu une des personnes de toutes les ça on va être à 60 personnes qui sont passées par Puzzle. Tu es celle, je pense, tu es dans le top 3 des personnes qui ont le plus de réponses. Donc, c'était effectivement assez ambitieux et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est la façon dont je transmets ma méthode aussi, avec Puzzle, c'est de se dire: «Ce sondage, à quoi il sert?» C'est pas un sondage pour, avoir le plaisir de créer un formulaire, sur un bel outil. Non, c'est parce que je sais que ça va m'aider à connecter avec mes auditeurs, utiliser des données que je vais utiliser dans un deuxième temps. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu as fait, sur l'utilisation de ces données, on va y revenir, juste après. Le challenge, de fin des 12 semaines et je vous accompagne à faire une méthode de communication qui est un petit peu spécifique, c'est du building public. C'est-à-dire que cet objectif et ben, vous me le dites à moi, vous l'affirmez à votre promo, mais ce que vous faites aussi, c'est que vous le dites publiquement à votre audience et vous communiquez avec cette, technique spécifique de communication au fur et à mesure sur l'avancée de vos résultats, sur l'avancée de votre progression pour atteindre cet objectif. Et ça, c'est vrai que tu as réussi très bien à embarquer ton audience, si bien qu'ils t'ont suivi jusqu'à la fin pour t'aider à l'accomplir. C'était trop bien. Ce sondage, il t'a servi à quoi?
Donc ce sondage déjà, il m'a servi, déjà à connaître quel était, ce qu'on appelle son cœur de cible, son audience cible et d'identifier à partir des données que j'ai, pu, récolter, des personas. Donc c'est-à-dire, profil type d'auditeur, qui écoute, mon podcast. Et en fait, chose que j'avais pas imaginée, mais qui m'a apporté beaucoup de valeur. 1°, c'est que je me suis rendu compte, il y a près de la moitié des répondants qui m'ont laissé leur adresse mail derrière pour que je fasse des entretiens en one to one avec eux, enfin des entretiens individuels, des échanges en visio. Donc j'ai trouvé ça super qu'ils soient engagés au point déjà de passer, plus de 10 minutes, sur, le fait de remplir un sondage et après de vouloir, passer du temps avec moi. Donc là, j'ai commencé les entretiens et je me rends compte à quel point, ça m'apporte, beaucoup de, enfin, c'est un vrai moteur, en fait, pour la suite, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on est tout seul derrière son micro et quand on balance un épisode et qu'on a zéro retour, on se rend compte, en fait, qu'on aide vraiment des gens, qu'il y a des gens qui écoutent tous les épisodes dès qu'il y a un épisode qui sort. C'est une forme de reconnaissance de son travail et j'avoue que ça fait du bien quand ça fait, 1 an qu'on navigue un peu, seul, à bord de son navire. Ça fait du bien de voir, en fait, qu'il y a des gens derrière. Donc pour moi, c'était une façon de remettre de l'humain aussi dans cette, démarche, de podcasting. Et donc ça a été la première valeur que ça m'a apportée. Et la deuxième, c'est que alors j'avais pas anticipé aussi, ce bénéfice-là, mais en ce moment, je suis en train, de, chercher des sponsors pour la nouvelle saison du podcast et je me suis rendu compte que le fait de valoriser la connaissance de mon audience, ça avait énormément, de valeur pour les marques parce qu'elles comprennent que, je suis en lien avec eux, que je les connais, je sais exactement qui écoute mon podcast, je sais quels sont leurs problèmes, quels sont leurs obstacles, quels sont leurs besoins, quels sont leurs quotidiens et je me rends compte que ça a effectivement beaucoup de valeur pour une marque parce qu'une marque, elle a envie de, que son message, en fait, touche une audience cible qui lui correspond et je pense que quand on a un petit podcast et ben, en fait, la meilleure valeur ajoutée qu'on peut mettre en avant, c'est justement le fait, de, connaître par cœur son audience, cible. Ça, c'est vraiment un atout que tu as masterisé, Aude, avec les pépettes. C'est quand on a un podcast, entre guillemets, de niche, on va dire, même si l'argent, ça intéresse beaucoup de monde, le positionnement que tu proposes, il peut être considéré de niche dans le domaine des finances. Et en plus, quand on a un podcast indépendant qui se lance et que on a envie néanmoins d'aller négocier des partenariats de qualité, des partenariats ambitieux et de créer un rapport de force d'égal à égal. Le fait d'arriver avec une communauté qu'on prouve engagée avec, des chiffres. Là, par exemple, 50 des 100 répondants et 50 des répondants ont envie, sont engagés pour, discuter avec moi, pendant 30 minutes. C'est des KPI, des indicateurs, d'engagement qui sont très forts et en plus, toi, tu avais, designé ton sondage pour qu'il t'apporte des données clés, des données quantitatives et chiffrées pour, expliquer en quoi, ton audience très engagée était super affinitaire par rapport aux objectifs commerciaux des marques que tu avais envie de démarcher. Je te coupe par rapport à ça parce que, quand j'avais fait mon questionnaire, j'avais pas du tout anticipé que derrière, j'allais, en tout cas m'appuyer sur, cette force, sur la connaissance de mon audience pour ensuite, le transformer en valeur ajoutée auprès des marques. Donc j'ai pas posé les questions dans ce sens-là. Ouais, mais tu l'avais pas anticipé, mais moi je l'ai anticipé pour vous parce qu'on passe beaucoup de temps sur ce sondage et vous devez vous C'est dire: vrai. «Putain, elle est quand même un peu lourde là, Anne-Claire, avec, de me reprendre ma question et machin» et la façon dont je vous fais formuler les questions, j'ai consacré une newsletter dernièrement là-dessus, c'est parce que je veux être sûre que les datas que vous collectionnez, elles vous seront utiles par rapport aux objectifs que vous m'avez fixés. Donc effectivement, ça a été très malin de ta part d'en faire un atout clé de ton kit média, mais la façon dont le sondage a été, designé sous mes yeux, c'était vraiment très intentionnel, de ma part et c'est intéressant que tu valorises aussi le fait que, par rapport à des gros podcasts, le fait d'avoir une communauté qu'on construit, avec lesquels on a des liens réguliers et qu'on connaît qualitativement et quantitativement, ça représente énormément de valeur pour, les marques, à qui, on s'adresse. Ça, c'est par rapport à ton objectif de monétisation. Donc, comme tu le dis, tu es en discussion avec, des marques. Tu avais envie d'ajouter quelque chose, j'ai vu.
Oui, pardon, parce que je trouve que, tu vois, la façon dont on le dit, ça fait enfin, il y a un petit côté il y a un petit côté machiavélique qui me Ah dérange, d'accord. comme si on utilisait des données pour les Ah vendre. oui. Enfin, en fait, la façon dont je vois les choses, c'est que moi, j'ai à cœur aussi de faire les choses de manière très éthique et d'aller chercher des marques qui sont alignées avec mes valeurs, qui sont alignées avec les valeurs que j'ai envie de véhiculer à travers ce podcast. Et donc je pense qu'il y a un intérêt aussi à comprendre aussi qui sont les gens, ce qu'ils veulent et quels sont leurs besoins pour, si jamais donc rien n'est encore fait, mais si jamais j'arrive à sponsoriser ce podcast, faire en sorte que les marques que j'amène, en fait, les aident vraiment et soient vraiment aussi alignées avec, leurs besoins ou leurs envies ou leurs valeurs également. Donc je pense que enfin, en fait, il y a un côté gagnant-gagnant à la fois pour l'audience et à la fois pour la marque. J'ai pas envie qu'on le tu vois? Qu'on se dise, en fait, c'est uniquement, utiliser une base de données pour derrière la monétiser auprès d'une marque. C'est pas du tout ça Bien l'idée sûr, derrière le ça. fait de connaître ses auditeurs, de faire un sondage pour connaître ses auditeurs, ça permet plein de choses. Ça permet de créer un lien avec eux, de se rendre compte du vrai impact qu'on a avec son podcast. Ça permet de créer des relations, peut-être avec des futurs ambassadeurs, de les intégrer dans des futurs projets. Ça permet aussi de vraiment savoir ce dont ils ont besoin et faire en sorte que le podcast réponde vraiment à leurs intérêts. Ça, c'est tout l'intérêt de construire un persona, qui est précis et qui est basé sur des faits réels. Ça, j'ai dédié des épisodes dessus et bien sûr, à la fin de la fin, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous connaissez bien votre audience, vous créez du contenu qui l'intéresse, du contenu qui engage, ils sont fidèles, il y a une croissance organique qui se fait et c'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès d'une marque lors d'un partenariat. Bien sûr que ça se sentira. Si la démarche de rentrer en communication, en conversation avec vos auditeurs n'est que intéressée par du quantitatif, bête et méchant, pour, le monétiser, l'engagement, il sera pas aussi bon et c'est parce que toi, tu as vraiment cette approche de vraiment les connaître, une sincérité, une authenticité et une envie de bien faire, de proposer le meilleur contenu et aussi les meilleurs partenariats par rapport à leurs besoins que, ça a très bien marché pour toi. Merci pour cette, précision. Tu as eu tout à fait raison. Donc, tu as commencé le programme Puzzle avec plusieurs objectifs. Un de tes objectifs, c'était de monétiser ton podcast et tu es en bonne voie pour le faire puisque tu es en discussion avec plusieurs partenaires aujourd'hui. Un autre objectif que tu avais, c'était de trouver ta ligne édito. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quels étaient tes questionnements et qu'est-ce qui t'a aidé concrètement dans le programme pour eh bien, remplir cet objectif? Effectivement, je voulais, clarifier ma ligne éditoriale parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je me disais qu'il fallait que je contacte, de nouveaux invités pour prévoir de nouveaux épisodes, ben, je bloquais sur cette partie-là, c'était pas fluide et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle c'était pas fluide, c'est parce que, justement, j'avais pas une ligne édito suffisamment claire dans mon esprit et ce qui m'a beaucoup aidé dans le programme, c'est cette notion de content pillars, piliers de contenu qui, dont le principe est d'identifier les thématiques, clés, du podcast, qui nous tiennent en cœur, qu'on a envie d'explorer à travers justement, différents formats, différentes interviews, différents invités et le fait d'avoir défini, 6 thématiques clés, ça me permet aujourd'hui, à chaque fois que je dois, contacter des invités, ça me permet de revenir sur ces thématiques clés, de m'assurer que les invités et que les sujets que j'ai envie de traiter se rattachent bien à un de ces 6 piliers et ça me rassure et ça me conforte dans l'idée que, je fais quelque chose de cohérent. Je propose aussi une édito cohérente, en lien avec, la thématique, centrale du podcast qui est de parler d'argent, mais aussi d'aborder ce questionnement de sens autour de l'argent. Une des grandes, leçons que j'ai moi de ces 6 années, d'entrepreneuriat, c'est que le plus tu définis une structure, le plus ça te donne de liberté. Parce que on peut s'imaginer que quand on se lance dans un projet qui a un aspect créatif comme le podcast et on a une vision de la créativité qui est très foisonnante, il faut aller chercher plein d'inspiration et cetera. Mais l'erreur, ça serait d'oublier la deuxième partie de la créativité qui est, eh bien, la digestion, le fait de tout recadrer. Et en fait, c'est un peu ma façon de travailler, qui moi m'a donné
énormément de liberté, c'est de me définir des cadres. Donc ça va être sur la ligne édito, le fait de définir ces pillars content, ces content pillars, c'est du coup les grandes thématiques ce qu'on veut aborder. Ça permet, comme tu disais, de s'assurer de la cohérence, de la qualité du contenu, de aussi que ce qu'on propose à nos auditeurs, c'est très clair et que c'est entendu, comme tel et aussi de se donner un cadre pour agir à l'intérieur du cadre. Ça nous empêche pas de faire évoluer ce cadre régulièrement. Moi, à titre personnel, j'ai ajouté très dernièrement sur Antipop un aspect plus entrepreneuriat que je vais développer davantage dans la saison 3 parce que ça correspond, moi, à mon évolution, mais aussi des demandes que j'ai eues. Et donc, du coup, cette structure-là, elle donne, je trouve, des ailes pour aussi identifier de manière ambitieuse ce qu'on a envie d'aborder. Parce que si on les définit pas, on peut se dire, bah, moi, je parle d'argent, c'est tout. Mais en fait, l'argent, c'est très riche, il y a plein de perspectives, il y a plein d'angles à aborder et se poser les questions des content pillars, comme tu l'as fait, eh ben ça permet aussi de se justifier le fait qu'on a envie peut-être d'explorer plus largement le sujet et de manière plus unique, plus personnalisée. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est tout à fait ça parce que, comme je disais, moi, un de mes objectifs, c'était d'avoir un podcast plus incarné et pour avoir un podcast incarné, il faut aussi que la ligne édito, bah, transpire sa personnalité, enfin, nous ressemble et donc une bonne façon de faire, c'est, d'identifier ces sujets phares qui nous tiennent à cœur, qui nous ressemblent, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de questionner, de creuser en profondeur et en tout cas, pour moi aussi, ces piliers, de contenu sont aussi en lien avec, mon histoire personnelle, avec, ce que je vis et donc ça me permet aussi d'ajouter davantage ma patte et de mettre davantage du moi dans les thématiques que j'explore et dans les invités que je vais chercher. Maître de toi, effectivement, c'est passé par, l'expression du why sur lequel tu as passé pas mal de temps. Je me souviens, c'était, tu as fait vraiment ce travail tout en subtilité sur comment est-ce que je mets plus de moi, dans mon podcast en respectant tes limites, en respectant ta façon à toi, de le faire et ben, ça a donné encore plus de force et de direction à, la façon dont tu, proposais, ton contenu, tes épisodes, tu posais tes questions, aussi. Il y a un objectif avec lequel tu es venu, c'était de contacter, des invités, de contacter, plus d'invités. Quelle est la grande leçon avec laquelle tu repars sur ce sujet de contacter des invités? Je pense que je repars avec, 2 leçons. La première, c'est que c'est essentiel d'apprendre à semer au quotidien et par là, j'entends idéalement, chaque jour, mais donc si on n'arrive pas comme moi chaque jour, au moins régulièrement, une fois par semaine, de toujours planter ces petites graines qui vont pas nécessairement germer, la semaine prochaine ou dans un mois, mais peut-être dans un an. C'est exactement moi ce qui s'est passé, pour mon cas. Il y a un économiste qui, maintenant que vous pouvez retrouver sur le podcast, qui s'appelle Michael Mango et que j'avais, contacté un an avant qu'il accepte enfin ma proposition d'intervenir sur le podcast. Donc vraiment, je l'ai travaillé au corps et je pense que lui a accepté, parce qu'il en avait marre d'être harcelé. Non, je rigole. Il était à bout. Non, non, il a accepté parce qu'il a vu à quel point, j'étais déterminée et puis d'ailleurs il a salué, ma détermination. Alors je l'ai pas harcelé, au contraire, je pense que j'ai dû le relancer peut-être, 2 fois, mais répartis sur une année avec à chaque fois 2 ou 3 fois avec, des, messages, très personnalisés où je réagissais à des interventions qu'il avait pu faire, à des, voilà, des conférences ou des podcasts dans lesquels, il s'était exprimé. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est important de finalement de pas se décourager et ce résultat, m'a permis de gagner en confiance sur le fait que même les personnes qui nous semblent inaccessibles et ben, effectivement, elles sont peut-être, difficilement accessibles aujourd'hui, mais rien ne nous dit que peut-être dans 5, 10, ou 15 ans, parce que moi je vise mon terme comme tu vois. Peut-être que, tu vois, Patrick Mouratoglou, que j'aspire à avoir sur mon podcast, peut-être que je l'aurai dans 10 ans et je serai, très contente, dans ce cas-là d'avoir, planté cette graine, dès J'en aujourd'hui. suis sûre. C'est tout l'intérêt de se dire, bah, encore une fois, voir grand, commencer petit. Un jour, j'aimerais bien avoir telle personne à mon micro, bah, je vais commencer dès maintenant avec un petit message et je vais relancer régulièrement et je vais y croire en fait et me dire que chacune de mes actions, eh ben, elles vont m'amener plus proche de mon objectif.
La deuxième chose aussi que j'ai apprise, en fait, je me suis rendu compte donc là, je parlais de l'importance de semer au quotidien, mais moi aussi, je me suis rendu compte, grâce à ce programme que j'avais une façon de faire qui était peut-être très monotache et en fait, j'aime bien produire selon, la méthode du batching et donc je me rends compte que, limite, je préfère passer une semaine dans un mois à ne faire que contacter des invités et au moins ça c'est fait, plutôt que, le faire au compte-gouttes, 1 heure par-ci par-là. Parce que je me rends compte aussi que quand on planifie 1 heure par-ci par-là, le fait de contacter des invités, en tout cas pour moi, c'est 1 heure qui finalement a tendance à sauter après toutes les urgences du quotidien. Alors que si on s'est booké vraiment un créneau assez large pour faire ça permet, en tout cas, c'est plus facile de pas le reporter à plus tard et de s'y consacrer pleinement. Donc voilà, à la fois, c'est important de le faire régulièrement, mais aussi d'apprendre à s'écouter, de connaître son rythme, sa façon de travailler et si on est un peu monotage comme moi et qu'on aime plutôt batcher les choses et ben, de se dire: «Bah, je réserve un large créneau pour, me dédier pleinement à cette activité». Je trouve ça super important, que ce que tu soulignes, qui est que, c'est important de réfléchir à comment on fonctionne, ce dont on a besoin. Ça fait partie de, voilà, connaître ses objectifs, ce qui nous plaît dans ce métier, qu'est-ce qu'on aime faire ou pas. De réfléchir à un fonctionnement qui nous convienne, en fait, qui soit écologique par rapport à notre façon, d'être. C'est-à-dire qui va s'appuyer sur nos forces, qui va être, naturel. Parce que on a souvent tendance à copier ce qu'on c'est normal quand on se lance, on regarde comment font les gens et puis on copie leur manière de faire. Sauf que, on oublie une partie de la réalité qui est ces personnes, elles fonctionnent peut-être pas comme nous, peut-être qu'elles ont pas les mêmes ressources, de temps, financières ou d'équipe autour de nous. Ce sont pas les mêmes personnes et on va du coup se mettre dans des habitudes, par exemple en fréquence de publication ou en façon de s'organiser qui sont pas adaptées à qui on est et ça peut avoir comme conséquence de perdre la motivation ou perdre de la confiance en soi ou même d'avoir des moins bons résultats, alors que de chercher à comprendre comment on fonctionne, d'adapter son organisation, son fonctionnement à ça, j'ai la conviction et c'est ce que j'ai aussi observé, ça se fait, avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie et surtout beaucoup plus de résultats. C'est d'ailleurs pourquoi je suis partie sur un principe de saison. Enfin, j'ai accepté le fait de produire du contenu sous forme de saison, pour mon podcast et donc de pas rivaliser avec les gros podcasts qui publient, chaque semaine 1 à 2 épisodes et de se dire: «En fait, c'est OK si on n'est pas tous capables, d'être dans cette, hyper productivité, dans cette, performance, à outrance». C'est OK si on fait pas 2 épisodes par semaine, plus on est présent sur, tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, on fait des réels, on sort une newsletter et de se dire en fait: «Quelles sont moi mes forces? Quelles sont moi mes armes? Comment je peux me différencier des autres?» et en fait, c'est ça la meilleure façon de rivaliser, c'est de s'appuyer, c'est d'apprendre à se connaître et de s'appuyer derrière sur ses propres forces et moi, ça passe par, bah, du coup, prendre le temps de creuser en profondeur un sujet, réfléchir à des questions, qui me semblent, peut-être plus pertinentes, plus challengeantes pour, apporter, encore plus de valeur aux auditeurs. Voilà, ça passe aussi par, je disais le côté humain, donc prendre le temps aussi d'échanger avec les auditeurs, d'apprendre à les connaître et tout ça, bah, c'est, un moyen de se différencier, d'autres podcasts et c'est quelque chose derrière qu'on peut arriver aussi à valoriser et qui a beaucoup de valeur. Et je sais que tu reçois souvent des feedbacks de tes auditeurs qui valorisent ces choix aussi, de passer du temps sur la préparation des interviews et que ça fait du bien, Ouais, non? ouais, c'est fou que en tout cas que les auditeurs le ressentent et que ça transparaît à travers, les interviews, donc je pense que, c'est un retour qu'on me fait souvent, donc déjà c'est la qualité, enfin la pertinence, la qualité des questions, mais aussi, le fait que les gens me disent: «Mais ça transpire la préparation» et en même temps, on sent que c'est une conversation naturelle, mais c'est parce que on sent que c'est très préparé que ça permet d'avoir une conversation très fluide, très naturelle. C'est ouais, c'est des éléments qui ressortent des retours que me font les éditeurs et du coup, je trouve ça génial de pouvoir, accepter enfin, ça nous aide à accepter aussi sa manière de faire et à l'assumer pleinement plutôt que de se dire, «Oh bah non, moi aussi je viens les mains dans les poches à une interview et j'arrive à vous produire ce type de contenu». Pas du tout. Ce qui est, une méthode partagée par certains, podcasteurs, à succès qui sont reconnus, mais
eux, c'est leur façon de fonctionner et toi, tu as compris que c'était pas ta façon de fonctionner. Et ce qui est trop cool, c'est que, ben, la boucle est un peu bouclée avec le premier point qu'on a partagé. C'est comme tu as pris le temps de discuter avec tes auditeurs, tu as compris avec ces conversations, ce qui était important pour eux et ça t'a permis de acter que ce point de différenciation, cette façon différente et qui t'est propre de fonctionner, ce sur quoi tu veux mettre du temps, de la valeur, bah, c'était valorisé par eux et j'imagine que ça fait trop de bien, en fait, d'avoir, parce que mine de rien, on attend aussi parfois la validation en fait de notre audience et d'avoir eu ce moment d'échange, ça t'a permis, allez, de dire: «Bon, allez, j'assume et j'y vais à fond, en fait. Ça va devenir ma marque de fabrique». Exactement, de s'accepter tel qu'on est et pas d'essayer de le cacher en disant: «Non, non, mais j'ai pas beaucoup travaillé». En fait, j'ai énormément travaillé et je suis contente que ça se ressente. Merci Aude pour, ce retour d'expérience. Donc là, tu es toujours une alumni puzzle, tu fais toujours partie de la communauté. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi un peu les grandes leçons que tu retires après, ce programme puzzle? Les grandes leçons, je pense qu'une des premières leçons, c'est justement ce côté humain. Comprendre qu'une audience, on peut la transformer en communauté à partir du moment où on est capable de prendre le temps de créer du lien avec les gens qui nous écoutent et ça m'a apporté énormément. Donc ça, c'était le premier apprentissage, comment apprendre à transformer une audience en communauté. Et une chose aussi qui m'a beaucoup aidée, comme là, je suis en plein dans la recherche de sponsors pour le podcast, c'est de me rendre compte qu'on pouvait faire preuve de créativité pour monétiser son podcast. Une façon, courante de monétiser un podcast qui est partagée par, beaucoup de podcasteurs, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le CPM, donc le coût par 1000, donc de sponsoriser son podcast en fonction du nombre d'écoutes, que son podcast fait. Et en fait, il y a plein d'autres façons, de monétiser un podcast et ça, je m'en suis rendu compte grâce à toi, grâce aussi aux échanges que j'ai pu avoir avec, d'autres, podcasteurs qui font partie de ta communauté. Tu vois, par exemple, hier, j'ai passé 2 heures au téléphone avec, Sophie de Au revoir podcast pour qu'on échange sur ces sujets et du coup, en fait, j'adore avec le podcast de rencontrer ce genre de challenge parce que c'est un super moyen de connecter aussi avec d'autres podcasteurs qui rencontrent ces galères et de pouvoir s'entraider, mutuellement. À la fois, ça nous permet, de mettre, nos cerveaux, en commun, en ébullition pour, trouver d'autres manières de monétiser un podcast et de rivaliser, comme je disais tout à l'heure, les gros podcasts, et de se détacher du coup de ce côté performance CPM et en même temps, de connecter, du coup avec des gens qui vivent les mêmes galères et de créer aussi du contact et du lien humain avec eux. J'adore, c'est exactement l'objectif de cette communauté, que j'ai, c'est de vous connecter entre vous, entre personnes qui ont envie d'avoir l'impact avec leur podcast, qui ont envie de faire les choses en grand, qui ont envie de faire les choses à leur manière et de savoir que tu as passé 2 heures avec Sophie hier au téléphone, ça me remplit de joie parce qu'elle a aussi un super projet hyper ambitieux et je suis sûre que vous avez énormément de choses, à vous apprendre. Et j'adore aussi le fait que tu dises que tu as appris à tester, à expérimenter, voilà, faire les choses à ta manière, être créatif. En fait, ça c'est réinventer, c'est faire sa sauce, c'est tester ses propres méthodes et ça, c'est une la créativité pour moi, c'est une solution idéale au perfectionnisme. C'est, comment est-ce qu'on s'éloigne de la paralysie. En fait, on se permet de tester des choses, de faire des erreurs, d'être un peu frustré parfois, un peu pas content et en fait, au fur et à mesure et ben, on se fait ses propres convictions, on construit sa confiance en soi et puis on crée sa marque de fabrique et je trouve que c'est super important, comme tu dis, pour se démarquer, de tous les autres podcasts, qui existent. À qui tu conseillerais, Puzzle, quelqu'un qui nous écoute, qui a été intéressé par cette, conversation et qui se pose la question d'intégrer ou pas, le programme, tu dirais que ça s'adresse à qui? Moi, je pense que ça s'adresse vraiment aux podcasteurs qui ont lancé leur podcast depuis un moment, quelques mois ou quelques années, et là qui sentent qu'ils sont en train de s'essouffler, qui ont besoin, de raviver la flamme pour leur podcast et qui se rendent compte que, moi, je me souviens quand j'étais dans ce genre de période, un des conseils qui est souvent donné, c'est d'arriver à se reconnecter à son why justement, au pourquoi on a créé ce podcast. Mais au bout d'un moment aussi, ce travail introspectif, il est pas suffisant. Enfin, en tout cas pour moi, il est j'étais aussi arrivée au bout de ce travail-là et je pense que
puzzle m'a redonné, tu vois, ce nouveau souffle en me reconnectant, à l'humain, comme on a dit, en explorant aussi, ma créativité, en apprenant aussi à mieux me connaître et incarner davantage mon podcast, tout ce qu'on a dit, apprendre à s'accepter, tel qu'on est et du coup à faire en sorte que, ça transparaisse aussi dans notre, manière de faire et dans notre, approche, du podcast. Donc voilà, pour toutes les personnes, qui commencent à s'essouffler, je pense que c'est un super programme. Merci Aude pour tous ces mots. Bravo pour tout ce que tu as mis en place pour les pépettes et bravo pour ce qui est à venir. J'ai quelques petites exclusivités sur ce qui est à venir et je sais que ça va être génial. Et tu dis que tu vois à 10 ou 15 ans, bah, moi j'ai confiance dans ton projet. Je sens que tu es super animé par ce podcast, par son utilité, par son sens et que tu es dans la création d'une communauté engagée qui, j'en suis sûre, te portera dans les années à venir. Merci Aude. Merci Anne-Claire. Tu as aimé notre échange? Tu es intrigué par l'expérience puzzle? Sache que mon programme réouvre ses portes pour une 7e promo. C'est quoi puzzle? C'est l'accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés pour transformer ton podcast en un projet solide. L'objectif, c'est de développer pleinement ton podcast. Au niveau de la marque, au niveau de la communication, de ta stratégie, de ton écosystème de contenu, avec pour objectif de créer une communauté engagée autour de ton podcast. À quoi tu dois t'attendre? À une méthode carrée, une expérience orientée pour passer à l'action et tout ça avec le soutien du collectif. Parce que, je te l'annonce, tu vas te faire plein de potes podcasteurs. Il y a déjà 50 alumni qui sont passés par le programme Puzzle et je peux te garantir qu'à la fin du programme, tu vas avoir une stratégie claire et un plan d'action solide pour plus de visibilité pour ton podcast, plus d'engagement de la part de tes auditeurs et plus de revenus dans ta pocket. Si tu as déjà lancé ton podcast et que tu souhaites être accompagné pour lui donner une nouvelle dimension, tu peux candidater pour intégrer la prochaine promo. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça démarre en septembre, dépêche-toi. Allez, à très vite. Et si tu veux discuter de comment est-ce qu'on peut rêver grand pour ton podcast et quelles actions je te recommanderais pour le faire grandir, n'hésite pas aussi à utiliser le lien en description pour qu'on discute. À très vite!